Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Vous écoutez la Tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. À la tribune aujourd'hui, Fernand Mathias Ndala. Forum FM 105. Moi, j'aime. Bonjour maître, allô, bonjour oui. Maître. Bonjour Fernand Mathias Ndala, comment vas-tu mon frère? Je vais très bien, merci beaucoup. Bon, mais il y a longtemps que... Je suis en direct de Genève, c'est ça. Je te reçois à 5 sur 5. Très bien, donc on va faire une émission comme d'habitude. Bon, on va parler de l'actualité comme on l'a annoncé. Cependant, tu es libre de dire ce que tu penses, hein, parce qu'on a au moins une quarantaine de minutes ce soir. Il faut édifier les gens, voilà. Maître, je vais rebondir tout d'abord pour te féliciter de ce que tu viens de faire, les émissions que tu as eu à faire sur ta rencontre avec Denis Sassou Nguesso. Oui. Et les explications que tu as données, comment vous êtes rencontrés, comment que tu as apporté ton apport juridique à sa protection. Et tout ça, c'est un homme qui n'a pas su à quel moment il était. Parce qu'en fait, quand quelqu'un est menacé par un régime dit démocratiquement, surtout avec une amitié qu'ils avaient, parce qu'ils avaient scellé un lien avec l'Issouba, pour contrecarrer la démocratie qui venait de naître, qui avait de la peine à s'y mettre dans les rails. Ce qui fait que quand il a mis cet homme-là, il a aidé cet homme à prendre les rênes de l'État congolais, et tout est tombé. Et que tu as su démontrer que les trois trios, Sassou, Lissouba, Kolela, a porté atteinte aux espérances démocratiques du peuple congolais. Il faut ajouter à ce trio Yombi, hein, également, oui, qui a tiré sur les ficelles. Bon, c'est vrai. Il agissait par derrière, en stimulant, en faisant la même chose que Sassou, parce que c'était dans le complot du nordisme de vouloir faire échouer tout ce qui venait, parce que ceux qui se réclamaient de la démocratie étaient beaucoup plus du Sud, parce que ils avaient longtemps souffert avec le régime du monopartisme. Et donc c'était normal que les deux soient liés en étant séparés des deux côtés. Et nous avons vu ce qui est arrivé, et dans ce que tu as témoigné, ta sincérité dans ta démarche n'a pas eu de répondant de l'autre côté. Ce qui fait qu'en démocratie, s'il n'y a pas d'unanimité civique, la démocratie ne peut ni marcher. S'il n'y a pas de concorde. Et en fait, cette actualité n'est qu'un éternel recommencement. Parce que qu'est-ce que nous devons dire? Nous avons fait un dossier en 85, 86, avec le mouvement patriotique congolais, annonçant la faillite du régime. La faillite, dès 85, le Congo était tombé en faillite. Donc on avait lancé il y a eu, depuis 84, il y a eu l'intervention du Fonds monétaire international. Et maintenant on voit que le pays n'a pas tiré les leçons de cela. Nous sommes retombés dans la même situation. Et qui a pris de 85 jusqu'à 91. Et nous sommes dans une faillite totale de l'État et de ses institutions. Et aujourd'hui,
le pays est dans une mare. Le pays s'est arrêté. Et ceux qui sont tout autour du pouvoir n'ont pas la vitalité de relever ce pays. Et ce qui fait que le pays a besoin d'un autre souffle. Et ce souffle, celui qui est à la tête de l'État doit demander à ce que les Congolais se retrouvent, surtout avec une véritable conférence nationale vive qui ne sera pas présidée par lui, qui sera présidée par la nation, parce que lui, il n'a plus de solution, ils sont tombés dans le chaos. Et c'est la seule situation. C'est le seul remède qui reste pour le Congo, au lieu d'aller dans des guerres, au lieu dans d'autres choses. Donc le Congo a besoin d'un grand dialogue, d'une conférence nationale qui dépasse celle qui était en 91, parce que là, les problèmes sont devenus graves, le peuple n'en peut plus. Nous allons vers une famine, et soit le phénomène qui s'est passé en Éthiopie. À l'époque, il y avait la famine. Donc voilà, moi je pense que nous devons sortir de cette mare où tout le monde est là, d'une situation, on ne sait pas où on va, mais on sait que ça finira mal. Donc il faut éviter le pire, à ce que celui qui est là, il proclame que voilà, il ne peut plus. Sinon, c'est autre chose, hein. Sinon, c'est le peuple qui envahira le palais. Et je termine par dire que nous sommes dans un dérèglement politique, comme le dérèglement de la nature qui se fait maintenant. Inondation et tout, les peuples n'ont plus de solution. Personne ne peut assurer la situation actuelle du Congo. Donc voilà, mec, ça a été, c'est mon mot, quoi, voilà, je adorais. Bien, mais l'actualité est abondante. En tout cas, moi, je félicite l'archevêque Monseigneur Manamika, qui a reprécisé sa pensée au cours de sa dernière interview qu'il a accordée. Il a précisé qu'ils ne vont pas intransiger, ils ne vont pas plutôt transiger, en tout cas, ils ne vont pas se laisser faire, ils vont être vigilants par rapport au problème de la vente ou la cession des terres. Ils seront toujours là, aux côtés du peuple qui revendique justement que les terres ne soient pas cédées ou vendues. Alors, tu peux peut-être dire un mot sur cette question justement, quand on parle dans la question fondamentale de l'État, il y a le problème, c'est l'intégrité territoriale. Voilà. Il y a l'intégrité territoriale, il y a le peuple, il y a le partage de cette terre entre les différentes communautés. Donc une terre ne peut pas être cédée pour, comment on appelle, pour des ambitions personnelles d'un homme ou bien d'un fils. Ce qui fait que la question fondamentale de la terre, on ne peut pas la poser. Aucun individu ne peut, quel que soit son pouvoir, ne peut donner une terre à quelqu'un ou bien dire à un autre pays de venir, de prendre la terre. Et déjà, nous voyons le conflit entre Israël et la Palestine, d'où ça va. Donc nous devons tirer les leçons qu'une terre n'est pas vendable. Ouais, c'est comme à l'époque en droit français, on appelait ça les AGE. Ce sont des terres intransmissibles. Dès lors que tu fais un acte, cet acte est nul. Donc ça, c'est une question fondamentale dans un individu ou bien un groupe ne peut ni faire, c'est interdit. Ça, ce sont les interdits, on ne peut pas toucher. C'est un patrimoine immémorial laissé par nos ancêtres. On ne transige pas. Donc voilà, c'est une question fondamentale. On ne discute pas de cela. Ça reste comme nous avons reçu ce Congo en 1960. Très bien. Bon, mais écoute, libre à toi de donner une autre opinion sur d'autres questions oui, mais la question fondamentale qui se pose
au Congo, c'est la question de la survie de notre nation, de la survie des peuples qui sont à l'intérieur. Et cette survie suppose que ceux qui sont là ne peuvent plus donner le souffle à ce peuple. Ils doivent abdiquer momentanément ou bien dans le temps proche, que ce soit ce mois-ci ou le mois de décembre, parce que le peuple n'en peut plus. C'est un pays aux arrêts. Ils ont vendu l'âme du pays. Donc ces hommes-là, on ne peut plus les considérer parce que les gens ne comprennent pas que ce qui nous arrive, c'est depuis 1963. Donc Marien Ngouabi avait fait un discours le 15 août 1973 lors de comment on appelle des festivités du 10e anniversaire de la Révolution. Un long drame qui vise notre pays depuis le 15 août 1963. Et ce long drame qui continue et qui est venu encore alourdir cela, le long drame du 18 mars 1977, dont Ngouabi a perdu sa vie. Et nous sommes là, donc nous ne voulons pas qu'il y ait un autre long drame concernant Sassou Nguesso. Nous voulons passer par une période de haute paix qui suppose que ceux qui ont échoué déposent des armes. Parce qu'on appelle des gens de la militarisation, on a échoué. Et on n'a plus de solution. Quand on n'a plus de solution, on dépose. Parce que ce ne sont pas les armes qui vont arranger les choses. Tu l'as expliqué concrètement. On a vu qu'il est venu en 97 sans projet. Sans projet, c'est un président sans projet qui est venu. Non, il avait. Non. En 97, il est venu avec un projet, puisque ce projet, il a consigné dans un livre. Ce livre qu'on connaît bien, Le fleuve, le manguier, la souris. Voilà. Oui, la souris. Voilà. Donc, il y a un projet qui est tout à fait démagogique parce que il a dit des bonnes choses là-dedans. D'abord, il avait commencé à parler de son projet lorsqu'il avait fait la conférence, ce qu'on appelait la rencontre citoyenne. Oui, qui était à l'hôtel Sofitel dans le 13e, oui. Donc, au cours de cette rencontre citoyenne, il a dit des belles choses. Nous avons tous cru, parce qu'il a même négligé la question du pétrole. Il a beaucoup parlé de l'agriculture. Il a comparé le Congo à la Côte d'Ivoire, en disant la Côte d'Ivoire, c'est un petit pays par rapport au Congo, et nous avons beaucoup plus de surface, la superficie est importante, et nous avons beaucoup de cours d'eau, nous avons des forêts, donc la terre était favorable pour l'agriculture. Malheureusement, quand il est revenu aux affaires, depuis 98 parce que il a nommé son gouvernement en novembre 97, donc depuis 98, après le forum pour la réconciliation et la reconstruction du pays, tous les ministres de l'agriculture qu'il a nommés, ils n'ont rien foutu. En commençant par le premier d'entre eux, c'était Célestin Gongara, et après il y a eu Madame Mbende, et puis ensuite Mbenze plutôt, et puis bon, Madame Dambenze, et ensuite il y en a eu d'autres, mais ils n'ont jamais réussi à développer l'agriculture. Et maintenant, on nous parle des Rwandais qui viendront faire l'agriculture. En fait, ce sont des faux agriculteurs, parce que nous le savons très bien, qui veulent occuper les terrains pour prendre les minerais et pour également faire une base arrière pour agresser le président Félix Tshisekedi. Bon, bref. Je te laisse continuer. Oui, maître, c'est très important que tu viennes de souligner ce fait. Voilà, moi j'avais été à Sofitel pour assister à cette rencontre citoyenne. Mais il y a une fille, une Congolaise, qu'on appelait Mademoiselle Mbongo, qui avait dit, mais
Monsieur Denis Sassou Nguesso, ce que vous n'avez pas pu faire en 12 ans, vous croyez que vous pouvez le faire maintenant? Hein? Avec la même équipe, avec les mêmes hommes, tous ceux-là qui avaient échoué avec lui pendant les 12 ans sont revenus aux affaires, parce que le défaut, c'est que dans la population, comment on appelle, l'élite, la soi-disant élite du Nord, il n'y en a pas. Tous sont plongés dans le crime, dans le vol, dans tout ça. Ce qui fait qu'il est arrivé avec des gens qui n'étaient pas convaincus. Parce que là, quand je suis dit, il avait été invité au club Agorena de l'ENA, où les anciens de l'ENA, tous ceux qui étaient les ministres, tous ceux qui sont sortis là-bas, les Raymond Barre, avaient créé un club qu'on appelle Agorena. Agorena, oui. Oui, il avait été invité. J'y ai été invité pour l'entendre devant Pisani et devant un journaliste du Monde, Langevin. Et puis non, il y avait aussi l'ancien ministre... Edgar Pisani. Il y avait Pisani et puis il y avait un autre. Il y avait un autre ministre en dehors de Pisani. Oui, mais il y avait le journaliste Langevin, mais ça, l'autre ministre, je ne sais pas c'était qui. Ouais, c'est parce que le nom m'échappe. Qu'est-ce qu'il a? Il n'avait que menti. Il avait dit non, il ne croit pas à la faux pessimisme. La faux pessimisme. Il est pour l'optimisme en Afrique, qu'il y avait une renaissance en Afrique, qu'on pouvait faire des choses, tel que le cas où Pisani a conseillé que les pays africains, pour s'en sortir, devaient miser sur l'agriculture, devaient mener une politique qui devait être à l'écart de ce que les Européens envisageaient, d'avoir une autonomie, d'être comme la Chine, vivre une petite autarcie économique. C'est ça. Pour s'en sortir. Mais malheureusement, ce type qui parlait de la réhabilitation des services publics, il a parlé des services publics, on devait mettre à l'intérieur des services publics au bénéfice de la population, il n'a pas pu. Il n'a pas cet esprit. Quand on n'a pas étudié quelque chose au fond, on ne le porte pas, c'est zéro. Donc, moi, je n'ai jamais cru en lui. J'ai dit, mais écoute, j'ai dit à mon frère Malonga Théodore, il est en train de mentir. Il n'a pas cette énergie de redonner de l'espoir aux Congolais. Donc, c'est un homme qui ne vit qu'à base de l'argent du pétrole pour corrompre les gens. Et sinon, au niveau d'administrer un peuple, il ne sait pas. Donc, comme nous parlons de la question juridique, le juridique n'existe pas. Il n'y a aucune protection. Il se protège lui-même contre le peuple. Le peuple est sans protection. Donc, lui, il s'est verrouillé à l'intérieur d'un bouquin juridique, mais le mauvais droit contre la population, on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas pu avoir un modèle agricole. Pour avoir le modèle agricole, il faut tout d'abord aussi que ce soit une tradition au nord, de cultiver la terre. Il n'y a pas eu cette tradition au nord de comment cultiver la terre. Et qu'on le sait aussi sous la Révolution, Lissouba et Massamba Deba sont venus abattre le projet du kibbutz dont Hubert Yulou voulait lancer pour le Congo. Voilà, oui, justement. Oui. Quand il a rencontré Ben Gourion, et quand Ben Gourion est venu au Congo, justement, d'ailleurs. Oui. Et donc, voilà, on a vu le développement aujourd'hui des kibbutz qui sont devenus des grandes fermes qui sont passées de l'étape agricole à l'étape industrielle. On a vu dans l'attaque a eu à faire le Hamas, et comment ça a été organisé les kibbutz. Ce qui fait que depuis lors, cette expérience qu'on avait du kibbutz qui devait s'élever avait été boycottée par les fameux gauchistes comme les Lissouba, les Massamba Deba et les autres. Ce qui fait qu'on a relevé au second plan nos agriculteurs depuis 1963. On a été contre l'arrière-pays. On n'a pas développé l'agriculture, donc rien. Il y a eu rien, mais il y a eu que le cadre administratif. Et quel cadre administratif aussi, hein? Un cadre administratif, comment on appelle, de sabotage.
avoir une base justement pour l'insurrection. Parce que c'est ça que nous recherchons. C'est pas dans le dialogue que vous allez convaincre Sassou. Impossible, parce que ça, nous le disons. Ceux qui veulent bien infléchir la position de Sassou par le dialogue, ils se trompent. Sassou ne partira jamais à partir du dialogue. Non, il partira jamais. La preuve en est qu'il a remis en cause ce que nous avons discuté à la conférence nationale souveraine, où nous avons demandé à ce que les choses soient autrement. Bon, mais malheureusement, et d'ailleurs, il est en train de tout mettre en l'air, les acquis de l'indépendance et les acquis de la période avant la conférence nationale, ces acquis-là ont disparu. Donc, oui, voilà. mais maître, il faut que tu saches que c'est depuis 1963 que cette génération n'a jamais voulu dialoguer ni respecter quelque chose. Oui, mais c'est pour ça que je dis, le problème c'est le soulèvement. Parce que le droit que nous avons... Le peuple aujourd'hui a faim, le peuple a peur, parce que c'est une... Parce qu'en fait, quelle est la politique qu'ils ont menée depuis... Non, le peuple n'a pas peur. Le peuple a besoin des meneurs pour aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je donne toujours l'exemple sur Paulin Makaya. Paulin Makaya, s'il était à Brazzaville, je pense qu'il a eu une bonne base. On a eu aussi un gars qui a voulu se faire voir, un certain Gavé, mais en fait, c'est un apprenti. Parce que s'il avait constitué la base là où il est, dans le Niari, là où déjà les Rwandais sont arrivés, je crois que les troubles auraient pu commencer là-bas. Parce que c'est ça que nous recherchons. C'est légitime ce que nous recherchons. La révolte contre la tyrannie, contre l'oppression. Aujourd'hui, les travailleurs, les élèves ou ceux qui veulent bon, pour ne pas dire contester, revendiquer leurs droits, ben, ils sont tabassés, ils sont molestés, ils sont mis en prison. Donc voilà. Donc il faudrait que les leaders, ceux qui sont sur place, puissent parler. Je lance cet appel justement à Claudine Mounari Mabonzo, qu'elle se mette debout. C'est pas seulement pour les élections où il faut aller à Mouyonzi, sensibiliser les gens. Non. À partir des questions qu'on lui a posées. Moi, je lui ai demandé par exemple à Claudine Mounari de voir le préfet de la Bouenza qui lui explique pourquoi il a accepté qu'il y ait jumelage de certaines localités de la Bouenza avec du Rwanda. Du Rwanda. Donc, voilà, ce sont des actes que nous voulons. Nous ne voulons pas les gens qui disent oui, le dialogue. Pas question de dialogue avec Sassou. Sassou est obligé de partir. Ceux qui rêvent, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui rêvent, qui se disent on ira aux élections en 2026 avec Sassou. Mais moi, je peux vous garantir que Sassou ne sera plus là. Mais non, ce qu'il faut éviter, c'est que Sassou nous impose son successeur. Tu comprends? Oui, mais maître... Tu vois, donc, c'est ça que nous ne voulons pas. Ce que nous voulons dire... Oui, ce que nous voulons dire, nous, franchement, moi je le dis, je le martèle, c'est qu'on n'a plus besoin de dialogue avec Sassou. Ce qu'on a besoin, c'est qu'il parte. Parce qu'il a montré son impuissance. Il est incapable. Il est incapable. C'est quelqu'un qui est dans l'incapacité. C'est ce que je crois que notre émission d'aujourd'hui, c'était pour parler de l'incapacité de Sassou, le divertissement, ce qu'il nous dit, parce que ces nombreux voyages, qu'est-ce qu'il est allé faire? Le fondamental de ce régime, il ne peut plus proposer un moindre chemin pour le pays. C'est ce que j'ai dit qu'il y a la mare, c'est une mare. C'est une société qui est bloquée, qui ne sait pas où l'on va. À force d'être comme ça, c'est toute la société qui sera noyée. Il y a un dérèglement de l'homme de la société même congolaise qui ne peut plus. Donc la solution du pouvoir violent peut-être qui va tabasser les fonctionnaires. Non, mais le travail qu'il faut faire, si les leaders des partis politiques, les leaders des associations, des syndicats et tout, les travailleurs, vraiment sont unis, ils sont unanimes, ils paralysent l'activité économique du pays,
Moi, je crois que Sassou, il demandera à ce que peut-être qu'il y ait une grande concertation nationale. Dans ce cas, Oui, une conférence nationale bis. Mais ça, il ne le fera pas. Ça, il ne le fera pas. Je t'ai pas dit que non. La contrainte. Ça, il ne le fera pas. Il ne fera pas. Non, parce que c'est la révolution, c'est le changement. Une explosion, mais dont on ne sait pas comment elle se fera. Parce qu'une situation telle, quand j'ai dit que le peuple est dans la famine, le peuple n'a pas de perspective, on ne sait plus où on va. Donc, à ce moment, c'est à eux de vivre une certaine raison avant que ce soit trop tard. Parce que nous sommes dans le trop tard aujourd'hui. Nous sommes dans le trop tard parce que le pays tel qu'il est ne doit pas être ainsi. C'est parce que comme des gens, ils n'ont pas une conscience, ils ont une conscience renversée. Il faut le dire qu'ils ont une conscience renversée. Sassou, à cet âge-là, n'a plus les qualités de réfléchir. Et que ce soit tout le système. Ils ont été dans la violence, ils ont dit non, voilà, nous avons combattu. Ils ont combattu quoi? Hein? Ils ont combattu la démocratie. La guerre de 97, ils ont fait la guerre contre la liberté, contre la démocratie. Ce qui fait que ces hommes-là ne peuvent pas aimer la liberté du peuple. Ce qui fait qu'aucun leader au Congo n'est préparé pour une démocratie véritable où le peuple aura le droit de parler, où le peuple sera considéré. Et c'est pour ça et que l'alternative qui peut changer le Congo ne peut que venir de l'extérieur. Des gens qui ont réfléchi librement parce que le peuple est coincé au niveau de la nation, au niveau du Congo. Parce que le pouvoir dirige par la peur. Comme le président a peur, il crée la peur. Mais non, le peuple qui reçoit cet arbitraire a aussi peur. Voilà. Donc la construction de deux peurs. La peur du peuple pour se faire tuer, la peur du président pour se faire arrêter ou bien être éliminé, ça conduit à cette mare qu'on appelle la paralysie. Paralysie, oui. Non, mais ça c'est clair, ça c'est clair. Mais comment sera l'explosion? C'est cela que les Congolais réfléchissent sur la question unitaire de toutes les forces vives, comme tu viens de dire, de la nation, d'aller vers l'explosion. C'est cela la question fondamentale. Parce que dans un pays où il n'y a plus d'armée, où il n'y a que des milices, c'est un pays qui est sans il n'y a même pas de justice digne de ce nom. Oui, c'est la police politique. On prend des gens, on les garde à la sécurité d'État qui est devenu, il paraîtrait, le CID. Bon, oui. C'est pour camoufler les mots, sinon c'est... Oui, faut dire c'est la sécurité. On vient d'apprendre que celui qui a été parmi ceux qui étaient venus t'agresser pour te liquider, Hildever Moigny, oui. Qui avait été emprisonné, qui était arrêté à la sécurité d'État, leur sécurité d'État pendant des mois donnés, évacué, paraît-il, en Turquie. Non, j'ai vu une image, mais... Il vient de prendre la fuite, il vient de disparaître. Oui, mais bon, mais ça c'était prévisible. De toute façon, quand on l'a amené, moi j'ai vu des images. Hein, il était assis, debout. D'ailleurs, après, il y avait, je crois, sa femme qui parlait avec quelqu'un. Et puis ensuite, l'avion est parti en direction de la Turquie. Mais si aujourd'hui on m'apprend qu'il a fui, mais c'est peut-être un arrangement. Hein, oui, pour, un montage. Un arrangement pour dire qu'il nous a rendu beaucoup de services. Il a été avec nous. Il a fait le sale boulot. Bon, on va pas quand même le mettre en prison. En fait, c'est parce qu'ils sont pas intelligents. Parce que il n'a pas fait grand-chose. On aurait pu peut-être le juger rapidement et couper, par exemple, 1 année, puisqu'il n'a pas fait un coup d'État. Il a seulement dénoncé les violences qu'il y avait, l'incapacité du ministre de l'Intérieur, qui est un grand voleur d'ailleurs. Parce que c'est ça le problème. Pourquoi ils l'ont pas jugé? Il fallait qu'on le juge, qu'il écope d'une peine... Oui, mais tu as parlé de la capacité, de l'incapacité juridique. Il a parlé que
ce pouvoir ne valait plus rien. Alors, donc, La réponse du pouvoir a été de l'arrêter. voilà. Le pouvoir n'a pas dit qu'on ne vaut rien. Remettons-nous dans les mains des Congolais. Parce que c'est un pouvoir qui s'entête. Aujourd'hui, nous parlons que le peuple congolais doit être sauvé. Mais quel est le Messie qui va sauver le peuple congolais? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est le peuple lui-même qui se transforme en Messie? En disant que trop de souffrance, nous devons nous tous aller converger vers le palais, vers là où il y a les institutions officielles du Congo, le Sénat et les autres. Et on demandait, comme demandait Laurent Sokoko, que la garde présidentielle là, au Boa qui veut montrer les muscles, qui ne tire pas sur les Congolais. Et qu'aujourd'hui, celui qui est Obami, le fils d'Obami et tout, il continue à faire comme son père. Son père, quand il était commissaire politique dans le pool, il a voulu enlever la statuette de Matoua. Mais après, il était devenu fou. Donc lui aussi, il va dans cette crise de folie en s'attaquant, en allant tabasser ceux qui réclament leurs droits, qui n'ont pas été payés. Vous pouvez comprendre en tout cas, pour moi, le débat se trouve à la résistance. Oui, ben c'est ça qu'on dit, c'est ça. La résistance à l'oppression, c'est la conséquence des autres droits de l'homme. Les gens le savent. Parce que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, tu le sais très bien. Oui. Et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est un devoir, c'est un droit et un devoir. Donc, les éléments de la force publique ne sont pas également aussi écartés, éloignés, puisque le troisième considérant que je cite tout le temps de la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la résistance à l'oppression, le droit et l'obligation de tout citoyen de résister par la désobéissance civile, Oui. à défaut d'autres recours. Parce que aujourd'hui, Sassou, par sa pratique, il renverse chaque fois le régime constitutionnel. Tout ce qu'il fabrique, là, il va nous inventer une autre constitution. À chaque étape de sa tricherie, il change la constitution. Comment un homme qui ne sait pas utiliser cet instrument qui est important, les textes, c'est toi qui les proposes, qui les fais adopter, qui les promulgue, mais tu es incapable de les respecter. Bon, donc, pour nous... Mais il ne peut pas mettre, mais il ne peut pas mettre. Donc, pour nous, nous disons très bien, c'est pour ça que lorsque les gens vont faire l'aventure, ceux qui soutiennent soi-disant les BRICS, c'est un groupe de voyous. Parce qu'il faut le dire, ce groupe de... Parce que les BRICS, d'abord, je veux faire l'histoire de ce BRICS. Il est allé s'inscrire au BRICS. Parce que je ne comprends pas ces Africains qui s'évertuent à soutenir le BRICS. Mais ils ne connaissent pas les relations internationales. Ils ne connaissent pas comment ça fonctionne. Même certains chefs d'État qui se disent chef d'État, on va adhérer au BRICS. Mais non, le BRICS, d'abord, je dirais que c'est un groupe de pays qui se retrouvaient d'une façon annuelle depuis 2009. Il s'agit donc du Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. C'est pour ça qu'on appelait BRIC. L'Afrique du Sud s'est ajoutée en 2011. Et c'est pour ça qu'on appelait BRICS. Le S là, c'était l'appellation en anglais l'Afrique du Sud, South Africa. Oui. Donc, ensuite, en 2024, là, mais oui, il y a eu ce qu'on appelle l'ajout. Il y a eu l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Iran. Le groupe devient pratiquement BRICS+. Et Sassou s'est pointé là-bas justement pour demander qu'il adhère au BRICS. Mais les BRICS, à quel rôle? Si dans le cas de la refondation qu'il le revendiquait, parce qu'aujourd'hui, les BRICS ont été créés, dirais-je, en rivalité, pour ne pas dire en opposition, avec le groupe des 7.
le G7, Oui. qu'on appelait le G7. C'est-à-dire les Occidentaux qui se retrouvaient justement pour décider de certaines grandes questions du monde. Bon, maintenant, vous avez voulu faire ça, mais vous êtes des dictateurs. Ce qu'on vous demande, c'est améliorer d'abord les conditions de vie, d'existence de vos citoyens. Parce que moi, je ne peux pas apprécier Poutine. Je ne peux pas apprécier un dictateur comme Xi. Je ne peux pas vraiment apprécier. Sinon, je ne ferai pas les droits de l'homme. Parce que les prétendus panafricanistes qui parlent de soutenir le BRICS, mais ils sont en train de fouler au pied les dispositions de la charte de l'unité africaine, de l'Union africaine. Ils sont en train de fouler au pied ce qui m'est cher, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est l'instrument des panafricanistes. Qu'ils prennent le temps de le lire à partir des articles 19 ou 20. Parce que je vous dis simplement, ce qui manque aux Africains, c'est la meilleure information, la connaissance. Mais les Africains, nous n'avons pas besoin d'être dans des groupes. Parce que ce que le Sud-Africain a fait, l'adhésion en 2011, c'est une erreur grave. On ne pouvait pas adhérer dans ce genre de groupe puisque l'Afrique constituait déjà un grand groupe. Et aujourd'hui, c'est cette même Afrique qui demande d'avoir 2 sièges au Conseil de sécurité. Mais quel est le pays à qui on va donner ces sièges? On se pose la question. Dès l'instant où vous n'êtes pas exemplaire, vous n'êtes pas en conformité avec la Charte des Nations Unies. Soyons d'abord en conformité avec la Charte des Nations Unies. Parce que moi, je suis un peu en colère, parce que le sujet de ma thèse, qui est là, portait sur les États socialistes. En fait, la thèse était consacrée à l'attitude des pays socialistes à l'égard des questions des droits de l'homme, et notamment leur violation. Parce que je faisais une démonstration que l'attitude contradictoire des États socialistes quant à l'application des normes et procédures internationales en matière des droits de l'homme, qu'ils ont contribué pourtant à élaborer au sein de la Commission des droits de l'homme à l'époque. Et c'est ça qui se passe. Vous adoptez des textes, vous ne voulez pas les appliquer. Vous pensez que c'est en créant les BRICS que vous allez transformer le monde? Non. Ça veut dire que vous êtes des dictateurs. Appliquons les textes. C'est là où j'avais proposé justement cette... Mais maître, tu sais que oui. Les pays de l'Est, ils fonctionnent par des constitutions, lois, programmes. Oui, mais loi, programme, on n'est plus à ce monde. Les gens se sentent épanouis. Parce qu'aujourd'hui, non, les gens se sentent épanouis. À terme, ils changent. Tu sais, de la constitution de 1917, quand ils ont fait la révolution, c'était une constitution très libérale, démocratique. Mais quand ils se sont rendus compte que le peuple russe commençait à appliquer cette constitution, ils l'ont changé totalement. Comment? Ils ont toujours la notion du parti qui dirige l'État. Mais c'est ce que justement les dictateurs actuels africains font. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons les attaquer. L'instrument le plus important de l'Afrique, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faudrait qu'un jour je fasse une émission spéciale sur ça. Oui, parce que, je t'assure, non. Parce que ceux qui se disent panafricanistes, s'ils ne respectent pas les principes énoncés dans la Charte africaine de l'homme, je ne les considère pas. Parce que sinon, c'est du blabla. Ça ne sert pas de se faire valoir, de publier des ouvrages pour critiquer l'Occident ou la France. Mais laissons tomber la France. Appliquons nos textes. En les appliquant sérieusement, la France ne pourra pas influer sur nos politiques. C'est ça le problème. Mais vous voulez aller embrasser le véritable diable, qui dans son propre pays arrête des gens et vous pensez que il va encourager la liberté chez vous. Mais non, c'est pas possible. C'est là où je suis très catégorique. Je suis contre les pseudo-panafricanistes. Parce qu'un bon panafricaniste doit savoir que dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'article 20 précise
des notions importantes. Le peuple a le droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Si les Congolais, les Africains sont libres dans leur pays, je pense qu'ils n'auront plus besoin d'avoir des partenaires qui vont leur imposer leur politique. Ça sera le partenariat gagnant-gagnant. Au contraire, tous les nouveaux maîtres que vous voulez avoir, je les appelle les néocolonialistes, ils viennent pourquoi? C'est pour vous protéger par rapport à votre pratique antidémocratique. Parce que si ces dirigeants étaient vraiment des véritables démocrates, mais non, ils n'allaient pas choisir un autre bloc parce qu'on revient en arrière. Au moment où il y avait la guerre froide, il y avait deux blocs. Bloc de l'Est, des pays socialistes, dits socialistes, et les pays capitalistes, et l'Occident. Mais il y avait la conférence de Bandung. Mais quand tous les États africains sont devenus indépendants, on a abandonné les principes de Bandung. Et c'est là où justement le président Fulbert Yulu, lorsqu'il rencontre le président Kennedy, il passe voir le président Nasser, il passe voir le président d'Éthiopie, après il va voir Modibo Keïta, Kwame Nkrumah. Ils vont parler justement de l'Organisation de l'Unité africaine qui était le premier pas pour les États-Unis d'Afrique. C'était comme ça. C'est ça, même si le concept du panafricanisme, c'est pas lui qui l'a inventé, parce que c'est parti, ça date il y a longtemps. Ça a commencé aux États-Unis par des mouvements des Africains qui étaient déportés. Ouais, ils se sont réunis la première fois dans les chutes du Niandara, entre la frontière avec le Canada. Voilà, c'est ça. Donc, on va pas refaire l'histoire, mais au moins on rappelle certaines notions. Oui, donc pour nous... Maître, je voulais te dire que bon, voilà, un panafricaniste, c'est tout d'abord un national. Voilà. Quand tu es national chez toi, tu penses que c'est tout ton peuple qui doit être libre. Et puis, pour être national, comme nous disait Maître, leur génération, il leur a manqué la droiture, la pureté, la justice et la grandeur. Donc ces vertus-là, ils ne les avaient pas. Donc si tu n'as pas de vertu, tu ne vas que décider pour ton propre compte. Et si nous voyons le cas de Ho Chi Minh en libérant le Vietnam, il est resté juste avec les trois amis avec qui ils avaient pris le pouvoir. Ils ne se sont pas séparés. Ce qui fait que chez nous, les pays africains comptent être poussés par les autres et non se pousser eux-mêmes. Pour se pousser soi-même, être autonome, il faut tout d'abord être un homme de raison. Toute chose, tout problème doit supposer une manière de faire, une procédure qui garantisse l'autre, ton prochain. Mais s'il n'y a pas le prochain dans l'intérieur de ta réflexion et des institutions, l'Afrique ne pourra que se séparer. Être à l'intérieur, c'est ceux qu'on appelle les islamistes qui viennent tuer leurs propres frères et ceux qui sont engagés contre les islamistes. Donc la question fondamentale, c'est que tu le dis, c'est la formulation juridique de nos propres droits. Oui, mais justement, je voulais rebondir sur ça, justement. C'est l'affirmation de l'état de droit. C'est ça qu'il faut faire. Hein, parce qu'aujourd'hui, ce que tu viens de dire est correct. Il faut se dire que à la conférence nationale souveraine, on avait, si tu veux, ouvert une nouvelle ère politique
fondée sur des valeurs qui sont reconnues, les valeurs que je viens de citer, les valeurs universelles de la démocratie. Reposons sur les principes, sur, par exemple, en commençant par l'état de droit, le pluralisme politique, la limitation et la séparation des pouvoirs, l'impartialité de l'État, le respect des droits et des libertés individuelles et collectives, l'observation rigoureuse d'une éthique et d'une morale républicaine. Et ce n'est pas le cas de ceux qui forment le BRICS. Parce que, de manière générale, le BRICS plaide pour une refondation des organisations internationales, comme le Conseil de sécurité. Ils ont raison, comme je l'ai dit. Mais qui va occuper le siège de l'Afrique? Qui? Hein? Oui, et les organisations de Bretton Woods. Bon, alors, si vous êtes organisé sérieusement, vous avez le poids de votre population. Vous n'êtes pas des dictateurs, vous serez mieux écoutés. Vous serez mieux écoutés. Parce que moi, je m'oppose justement. La formation des hommes. Voilà. Les hommes n'ont pas été formés. Oui. Que ce soit politiquement, culturellement, économiquement, sur tous les plans. De se sentir soi-même. Parce que quelqu'un qui est autonome, il pense à ce que son engagement doit être en accord avec son peuple. Et ce peuple, c'est lui-même qui est dedans. Et demain, il partira, il laissera aux autres de continuer. Mais si tu es un homme qui n'est pas libre, si tu es un homme qui est faux, tu ne crois que fabriquer des contre-coups, changer les constitutions. Je venais tout d'abord de voir quelqu'un qui a fait quelque chose, disons que le rapport fait par les dialogues qu'il y a eu au Gabon, ils sont allés remettre au président actuel du Gabon, comment on appelle le document. Oui, Olivier Guéma. Il leur a dit, mais il manque quelque chose. Dans tout ce que vous avez fait, il manque quelque chose. Ils ont dit, mais quoi? Il a dit qu'il manque quelque chose d'important. Il a dit, quand vous avez oublié qu'un président qui quitte ses fonctions ne doit pas être remplacé par son fils ni par sa femme. Donc il pose un problème fondamental de la responsabilité de tout un chacun de ses actes. Personne, ce qui a élevé les gens ici en Europe, surtout en France, c'est la responsabilité civile. Tu es responsable de tes actes. Pourquoi il s'en soucie? Pourquoi il ne veut pas laisser? Mais parce que demain, il sera jugé. Parce qu'il a tellement commis d'actes et de crimes. Tous ceux qui sont là, tous sont des voleurs. Ils vont se retrouver vers un tribunal, parce que nous disons, il y aura un tribunal de Nuremberg pour un tribunal de Nuremberg pour juger tous ceux qui ont fait mal au peuple congolais. Tous ceux qui ont volé, qui ont tué. On ne sera pas comme on a fait à la conférence nationale où on pensait que l'État de droit pouvait se mettre pour les juger. Là, ça sera directement qu'ils seront pris pour être jugés, pour que ce soit un exemple que dans ce pays, il n'y ait plus des gens qui viennent, qui tuent les gens gratuitement, qui volent gratuitement les sous de l'État, qui mettent l'État comme un squelette. Moi, là, nous sommes dans un état squelettique. On ne sait pas comment remettre la chair dans cet état pour que les gens fonctionnent. Ce qui fait que, donc, en nous-mêmes, soyons raisonnés. Parce que j'avais un professeur de droit public dans son livre, M. Leclerc, qui disait « Le droit est la création raisonnée des hommes. Quand un homme atteint la raison, il vit dans le droit. » Cet appel de lumière que nous appelons en Afrique doit être compris par une certaine élite qui ne doit pas dire que j'ai tous les droits, je n'ai pas de devoirs. Nous devons monter un homme limité qui ne peut pas prendre les doigts de M. Massengo Tchassé, ni de M. Fernand Dala, ni des autres. Il a une parcelle limitée. C'est dans cette parcelle qu'il doit montrer son existence qualitative. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il n'y en a pas. Oui. Parce que dans l'actualité, parce que le temps qui nous est imparti, le temps, par rapport au temps. Une idéologie qu'ils ne comprennent pas. Oui, par rapport au temps,
je te parlais de l'actualité tout à l'heure. L'actualité, il faut parler de la tricherie qu'il est en train d'organiser en manipulant le nombre de circonscriptions législatives ou bien le nombre carrément de départements. Parce qu'il faut faire très attention. Ça, c'est une question. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais là, je te dis, maître, je dis que le droit territorial, le territoire n'est pas quelque chose qu'on doit donner à tout un chacun, parce que il n'a pas de légitimité, maître. C'est un type qui n'a pas de légitimité. Mais puisqu'il vient de promulguer, le texte, hein? Je ne sais pas si c'est passé au Parlement ou c'est pas. Oui, mais c'est nul les non-avenus. Donc c'est des questions comme ça, parce que il veut noyer les gens, les questions les plus importantes, il les occulte, tout juste pour venir nous distraire avec le changement de... Mais ça va encore... Voilà comment cette personne est toujours en contradiction. Au moment où on veut faire des économies, il crée d'autres départements où il y aura des structures, finalement, ça va coûter plus cher encore. Parce que ces départements, il faut que ces départements soient également outillés. Il y aura des fonctionnaires, il y aura des agents qui vont les animer. Et ces agents auront besoin, effectivement... Mais ils sont contre ton projet, maître, du fédéralisme. Non, le fédéralisme... Nous, on ne quittera pas ce monde sans pour autant voir le Congo une république fédérale. Non, non. Ça, c'est clair parce que d'ailleurs, de un, je le dis, je ne cesse de le dire, il faut se dire que tous les départements se valent. Hein? Il n'y a pas un département qui soit plus grand que l'autre et tout. Hein? Tout ce que ça fait en train de faire en construisant à Oyo, c'est une bonne chose. Ils ont déjà acquis. Mais quand le pouvoir sera normalisé, dans chaque région, dans chaque département, il y aura les mêmes structures. Sauf la banque centrale, on n'en a pas besoin dans toutes les régions. Tu comprends? On n'en a pas besoin. Parce que c'est ça qui est malheureux. Le charcutage électoral. En changeant, on n'a pas besoin, puisque les gens sont habitués à ce qu'ils sont. Ce qu'il fait, c'est de l'instabilité de l'homme en lui-même. Quand tu dis une instabilité juridique, tu veux changer l'ordre des choses. Tu veux changer quoi? Tu n'as pas appelé ce peuple à un référendum de se prononcer sur le changement structurel de sa région, de ce qu'il était. Mais tu sais très bien comment il manipule. Le vol. Comment il manipule. De voir que celui qui dirige le CHU Gombe qui a volé, dont on a arrêté, il l'a fait sortir. Donc c'est un homme qui joue le contraire. Partout les voleurs sont laissés à la... On vient de voir celui-là, Adou qui s'occupe des problèmes de l'électricité. Il vient de fêter son anniversaire en chantant une chanson. C'est incroyable. Quelle chanson il a chanté? Hein? Quelle chanson il a chanté? Mais on peut chanter, c'est son anniversaire. Je venais de te l'envoyer. Ben oui, mais l'anniversaire, c'est son anniversaire, donc il peut chanter. Le problème, il ne faut pas que cela puisse influer sur le travail. Hein? Oui, mais c'est influe sur le travail, parce qu'ils sont dans le plaisir, maître. Ils sont dans le plaisir. Ça, c'est connu de tout le monde. Hein? Et Bonga, t'es toujours meilleur, ça, on le sait. Nous, oui, depuis le collège, quand les SBB chantaient comme ça. Ce sont des peuples qui sont venus sans avoir une démarche de connaissance de l'État, une connaissance juridique, une connaissance d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils peuvent. Donc ils sont venus déstructurer l'État. Maintenant, on voit le dérèglement juridique, social, climatique, de tout. Nous sommes dans un dérèglement. Il faut régler ce pays. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on est en train d'appeler de tes voeux, un état de droit, un état de règles, où chacun est limité dans ses droits et ne dépasse pas, ne s'outrepasse pas. Là, nous sommes dans la question d'un parti qui s'outrepasse. Hein? Le parti, c'est seulement une part
Ce n'est pas tout. Ce n'est pas le tout. C'est une part donnée. Ça est une petite part minime dans le pays. Parce que il achète les armes sans le consentement du peuple. Hein? Il crée le militarisme parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce qu'il ne peut pas prendre une décision qui peut être acceptée. On vient de voir, il voulait instaurer une taxe sur le portable, sur les communications. Là, ils ont reculé que le peuple lui prenne encore sur le peuple. Non, mais c'est des voleurs, c'est des voleurs. Tu sais, bon, moi, c'est ça que je dis, le seul moyen de faire partir Sassou, c'est le soulèvement. Oui, c'est cette révolution. À moins que les éléments de la force publique soient maintenant conscients du fait qu'eux aussi sont concernés par d'abord eux-mêmes et puis leur progéniture. Il faut qu'ils sachent que s'ils ne le font pas, ils seront poursuivis partout. Nous avons des moyens juridiques et nous avons tout ce qu'il faut pour récupérer ce qu'ils ont volé ou ce qu'ils laisseront comme bien. Mais il y a la question fondamentale de la force publique, elle est tribale. Oui, mais ça c'est connu, elle est tribale, mais elle peut se ressaisir. Hein? Oui, elle peut se ressaisir. Mais c'est ça le problème de notre armée. Voilà. Quand il y a eu la conférence nationale, toutes les bâtilles ont été prises. Que ce soit la présidence de la République est tombée, le syndicat est tombé, toutes les structures étaient tombées, sauf l'armée. C'est l'armée qui a permis qu'il puisse rebondir. Ce qui fait que l'armée, c'est le nœud du pouvoir du Nord. Parce que si on brise l'armée, oui, ils ne pourront plus être au pouvoir. Non, mais il y a l'armée, il y a l'armée et le parti État. Non, il faut faire attention. Il n'y a pas que l'armée. Il y a le parti État qui est le PCT. Mais le parti n'a pas de force. Le parti, on l'a vu quand la Bastille est tombée, ils étaient obligés de s'accoler à coller là. Oui, mais ça, c'est l'ancien temps. C'est l'ancien temps. Maintenant, il a repris du poids. Non, mais il n'a pas de poids, parce que le poids, c'est quoi? Mais il y a aussi des avatars maçonniques pour appliquer sa politique. Oui. Pour gouverner par la tyrannie au Congo, ça soit utilisé. Un maçon, c'est un homme qui se lève sur le plan de la culture, qui est fraternel. Si c'était des maçons, ils se seraient réunis véritablement pour sauver le Congo. Il n'y a pas de maçons. Les maçons, ce sont des gens qui aiment le peuple, qui sont dans le peuple. Les maçons, dans le mot maçon, il y a les mains de la connaissance. Ces mains de la connaissance, c'est pas parce que les maçons, c'est des gens élevés qui sont tolérants, qui discutent, qui ne prennent pas les armes. En tout cas, moi, j'insiste parce que si nous avons ébauché toutes les questions, je peux réaffirmer que la désobéissance est pour l'opposition et pour le peuple un droit et une obligation reconnue. Un droit sacré. Oui, un droit sacré reconnu par la Constitution. Oui. Hein? Ça, c'est clair. Au-delà même de la Constitution, c'est né dans l'homme. Oui, c'est reconnu par la Constitution. Il est donc permis de désobéir quand l'autorité abuse de son pouvoir. Car il est inhumain, ce pouvoir de Sassou. Parce que la forme totalitaire qu'il a donnée à son gouvernement, ordonnant des actes hostiles aux individus et à toute la société, le non-paiement des salaires, des pensions, des bourses, la non-distribution de l'eau potable, de l'électricité, la non-garantie des soins. Oui, voilà. Je peux énumérer tout ça. L'éducation. La dernière émission là sur l'homme. Le fait qu'il mette son caca, son pipi dans les châteaux d'eau. Il empoisonne tout le monde, et les mochis et tout le peuple. Mais comment un homme peut arriver si c'est un homme normal? Mais je vais revenir sur ça lorsque je vais rendre hommage
au doyen qui est parti, Alphonse Sougoulati-Poiti, parce que je veux faire... C'est lui qui a déclaré, c'est lui. C'est ça qui lui a poussé à démissionner, parce qu'il a vu de ces choses. Il a vu. Parce que, en tant que Premier ministre, et il en a parlé directement à Sassou lui-même. Ce que tu as dit, mais c'est tellement grave, moi. Non, mais c'est bien dit, il a dit... quelqu'un qui vient mettre ses excréments, son pipi. C'est pas pour rien. Tu sais que il faut le dire, hein. Il faut le dire, je veux le souligner. C'est pas parce que dernièrement je n'ai pas voulu parler de ça. Il y a eu plus de 25 ou 27 tentatives d'empoisonnement de Sougoulati-Poiti. Il est d'ailleurs mort des suites de l'empoisonnement. Parce que... Non, ça je le dirais, parce que j'ai pas voulu le dire, parce que ça m'avait choqué. Parce que nous tous, nous sommes en sursis. Ceux qui ont été empoisonnés, à tout moment, les gens peuvent partir. Mais maître, regarde un peu tout ce monde qui vient mourir ici, qui ne meurent pas dans leur propre pays où ils sont nés. Ils sont en exil. Hein? Et lui, quand il a été en exil, ici, tu l'as soutenu. Mais il y a, au fait, il n'y a pas que lui. Beethoven qui est mort. Beethoven a été empoisonné. Ça fait longtemps qu'on l'a empoisonné. Parce que Beethoven avait dit certain nombre de choses. Et puis, lui, il partait voir certains détenus en prison. Qu'il connaissait. Donc, non, Sassou a voulu l'éliminer. Tu sais, quand il a dénoncé, par exemple, la mauvaise gestion du FESPAM, parce que c'est lui, au départ, qui avait relevé le FESPAM. Mais il est mort. Voilà des cadres comme ça qu'on fait partir parce que, bon, on ne veut pas entendre une voix dissonante. Non. Oui, mais c'est ce que tu lances un appel en parlant du BRICS. Les pays, tous ceux qui sont rassemblés, ayant une puissance financière, mais ce ne sont pas des pays libres. Parce que l'Afrique a besoin tout d'abord de la liberté. C'est pour ça que je dis, les BRICS... à l'Afrique de se développer. Depuis l'affaire des esclaves, et aujourd'hui, l'Africain n'a jamais été libre. L'Africain n'a jamais vécu un siècle de liberté. Si l'Afrique vit un siècle de liberté... Nous allons faire campagne contre le BRICS. Et ça, je lance ça solennellement. Les Africains qui sont respectueux de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui énumère certain nombre de droits, doivent se battre pour condamner l'organisation du BRICS. C'est une nouvelle manœuvre pour embrigader les pays africains. Ils n'ont qu'à se retrouver. Le Brésil est déjà un pays prospère. Le Brésil n'a pas besoin d'aller dans les BRICS pour faire quoi? Hein? Déjà au niveau bon, le Brésil peut avoir, comme on dit, un siège au Conseil de sécurité parce que c'est devenu une grande puissance régionale par rapport à l'Amérique latine. Réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105. Vous fait voyager. Maintenant.